Aujourd'hui, la densité de la population dans le monde est de 62 habitants par kilomètre carré, mais elle peut parfois atteindre les 40 000 habitants au kilomètre carré dans certaines grandes aires urbaines comme Manille, Dakar ou le Caire. Il y a un terme pour ce phénomène, c'est la densification urbaine. Et elle a vocation à augmenter encore partout, mais surtout dans les mégalopoles. Dis-toi qu'aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit en ville, mais que d'ici une vingtaine d'années, les citadins représenteront les 2/3 des habitants du globe. Sachant que les villes sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre, comment le secteur de la construction s'y prend pour répondre à la fois aux défis démocratiques et climatiques? Plus concrètement, il y a quoi derrière la densification urbaine? Et comment ce phénomène impacte le monde de demain? Je suis Alice. Et moi David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. La densification urbaine peuple nos imaginaires depuis la fin du 19e siècle. On a tous en tête de grands paysages de gratte-ciel à Manhattan ou à Shanghai, et c'est vrai que la hauteur a toujours été associée au gigantisme des villes. D'ailleurs, de nombreuses grandes villes, asiatiques notamment, continuent de s'étendre avec des bâtiments toujours plus hauts. Pourtant, on sait aujourd'hui que densité, ça rime pas forcément avec hauteur. Surtout, ce qu'on constate en ce moment, c'est que dans de nombreuses régions du monde, la densification s'est pas accompagnée d'une réelle planification, c'est-à-dire d'une véritable réflexion urbaine sur le long terme. Et les aires urbaines continuent de s'élargir et grignotent les terres agricoles. Le sol est toujours plus artificialisé, ce qui aggrave les risques d'inondation, les îlots de chaleur et les soucis de pollution et de gestion de l'eau. Ouais, c'est ça. Et c'est pourquoi il y a un vrai enjeu de soutenabilité pour toutes les grandes villes qui sont très vulnérables, notamment à la crise climatique. Mais est-ce que ces métropoles, elles parviennent justement à prendre les choses en main? Depuis 2005, les maires des plus grandes villes ont créé un réseau qui s'appelle le C40. Et grâce à ce groupe, ils se partagent toutes les bonnes pratiques. Et ils sont combien? Ils sont aujourd'hui près d'une centaine, issus d'une cinquantaine de pays différents. Et leurs échanges sont nourris par tous les enjeux auxquels ils sont confrontés, c'est-à-dire la pollution, les déchets, la raréfaction de l'eau, les îlots de chaleur ou la réduction de la biodiversité. Et ils discutent aussi de la qualité de vie des habitants, de la localisation des emplois et de la logistique. Comment faire pour que ces immenses villes restent vivables? Déjà, les élus peuvent planifier un meilleur développement urbain pour prendre en compte tous ces enjeux à la fois. Et pour parvenir à une densité soutenable, certains essaient de mettre en place des nouveaux modèles, comme celui de la ville compacte ou ville intense par exemple. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, il faut comprendre que ces nouveaux modèles, ils reflètent une nouvelle approche. Dans plusieurs pays d'Europe, l'attention a été placée sur le foncier autour des gares. Et donc, des lieux de haute densité et à usage mixte ont été créés. On y a concentré des emplois, des services, des commerces de proximité, des logements, des transports en commun et même des espaces verts. T'as par exemple le Grand Londres, le Grand Paris ou encore Copenhague qui sont de très bons exemples. Tu parlais des gares, mais c'est vrai qu'avec des villes toujours plus denses, il faut que les déplacements se fassent le plus possible à pied, à vélo ou en transport en commun. Ouais, en effet, ça c'est un point central et c'est d'ailleurs en partie autour de ce thème que l'architecte colombien Carlos Moreno a popularisé le concept de ville du quart d'heure. Son idée, c'est de remettre toutes les fonctions urbaines dans chaque quartier, et justement pour que les gens aient moins de grands déplacements à faire. C'est aussi pour améliorer leur qualité de vie, sans devoir construire davantage en fait. Et le secteur de la construction, il suit cette voie? Ouais, l'optimisation et la mutualisation sont aussi des démarches qui sont de plus en plus mises en place par les aménageurs et les promoteurs. Par exemple, ils font en sorte que leurs immeubles soient connectés au réseau de chaleur qui est mis en place dans le quartier par la collectivité. Et comme ça, on utilise des énergies locales qui sont moins coûteuses et moins polluantes. Ça me fait penser aux bâtiments réversibles qu'on construit pour éviter d'avoir à les démolir ensuite. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, t'as de plus en plus d'architectes et d'urbanistes qui trouvent des solutions. Il y a un exemple simple, qui est de réduire les vis-à-vis entre balcons, parce que ça permet aux habitants de mieux vivre cette densité. Et en fait, l'idée de fond, c'est d'être plus efficace, autant en termes d'espace que de carbone émis, tout en apportant un meilleur confort aux citadins, en fait. Et ça passe par quoi, du coup? Ça veut dire faire les bons choix en fonction des priorités qu'on se donne. Et c'est pas facile, je te l'accorde. Par exemple, un bâtiment de grande hauteur va dégager de la place pour un espace vert. Mais d'un autre côté, il aura besoin de plus de matériaux et il fera appel à des systèmes constructifs plus complexes. Et ça, même si des progrès sont réalisés pour réduire leur poids carbone. Le secteur de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction doit accompagner la mutation de ces villes tentaculaires confrontées aux défis climatiques. Mais pour ça, il faut changer d'approche à différentes échelles. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.